Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Voici Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes le 21 novembre et votre podcast du jour est animé par Béatrice Marlier. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, Fabien Pincars, CEO d'Odoo, nous révèle lors d'un entretien comment cette entreprise a franchi un cap historique avec une transaction de plus de 500 millions d'euros. Alors on continue notre croissance, on est quasiment 5000 employés aujourd'hui. L'année prochaine, on en recrute 2500 de plus, un tiers en Belgique. En Wallonie, les PME payent chaque année 1 000 € de plus pour le gaz et 2 000 € de plus pour l'électricité que leurs homologues flamands. Une disparité qui ne cesse de se creuser. Élise Yader, doctorante en économie de l'énergie, nous en détaillera les raisons. Si ce fournisseur a plus de pouvoir de marché, il va tendance à prendre des plus grandes marges. Ventre-corps pour une œuvre de Magritte, des marchés boursiers globalement à la baisse, ou encore les entreprises de déconsommation. Restez bien à l'écoute. Z sur 7 à la une. La success story d'Odoo, la licorne wallonne, prend un tout nouveau tournant avec une transaction dépassant les 500 millions d'euros, ce qui en fait désormais l'entreprise technologique belge la plus valorisée. C'est ce que vient nous expliquer Fabien Pincars, le CEO d'Odoo. Pour commencer, il était important de préciser que la transaction financière n'est pas une augmentation d'actions, mais il s'agit plutôt d'un échange. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent pour la société, c'est les investisseurs historiques, donc les fonds publics wallons et Summit Partners, qui ont revendu une partie de leur part à d'autres investisseurs. Parmi ces nouveaux investisseurs, pas mal d'Américains. Cela signifie que l'Amérique est séduite par l'entreprise ? C'est le top du top. Il y a Sequoia Partners, le famous en Silicon Valley. Il y a BlackRock, le plus grand fonds d'asset management au monde. Capital G, Google. On ne peut pas faire mieux. On arrive au top. Dès son début de carrière, Fabien Pincars avait pour ambition de dépasser SAP. Selon lui, il y a encore du travail, mais Odoo grandit plus vite qu'eux. Il ne s'agirait donc plus qu'une question de temps. Mais alors, quelles sont les prochaines étapes à cette success story ? Alors on continue notre croissance, on est quasiment 5000 employés aujourd'hui. L'année prochaine, on en recrute 2500 de plus, un tiers en Belgique. Et c'est simplement continuer à développer un bon produit, servir nos clients le mieux possible. Pour ceux qui pourraient ne pas vous connaître, pouvez-vous rappeler ce que fait Odoo, puisqu'il ne s'agit pas juste d'un outil de gestion ? Odoo, c'est un logiciel de gestion pour les PME. Donc vous pouvez créer un site web, faire vos facturations, votre comptabilité, votre gestion de stock, tout ce que vous voulez. Il y a des applications qu'en quelques clics, on peut installer et démarrer avec. Et pour terminer, que comptez-vous développer dans le futur ? Alors, il y a des marchés sur lesquels on est très fort, tout ce qui est ERP, donc fabrication, gestion de stock, vente, achat, on est de loin le meilleur. Il y a des marchés sur lesquels on est très bon, mais encore un nouvel entrant, comme par exemple les restaurants. On a une offre restaurant, elle est assez nouvelle, elle a moins d'1 an, donc il faut encore qu'on se fasse un peu connaître. Ou l'e-commerce, où on n'a pas encore gagné, il y a des acteurs très forts comme Shopify. Z sur 7 à la une. En Wallonie, une PME débourse 1 000 € de plus pour le gaz et 2 000 € supplémentaires pour l'électricité sur une année par rapport à une PME flamande. Cette disparité, loin d'être nouvelle, se renforce progressivement. Une analyse détaillée d'une facture énergétique est essentielle pour en comprendre les raisons. 4 éléments la composent : l'énergie, le coût de transport, le coût de distribution et les taxes. La principale différence entre le Nord et le Sud s'observe d'abord dans l'énergie elle-même. Élise Yader, doctorante en économie de l'énergie. La partie énergie, on a vraiment ce côté marge aussi du fournisseur. C'est vraiment un acteur de marché qui a pour but de faire du profit. Donc, si ce fournisseur a plus de pouvoir de marché, il va tendance à prendre des plus grandes marges. Il s'avère qu'en Wallonie, on a une plus grande concentration du marché. Engie a environ 60% du marché, ce qui est assez important. Donc, ils peuvent avoir ce pouvoir potentiellement de prendre des plus grandes marges. Autre point notable, la compétence régionale de distribution d'énergie engendre des coûts plus élevés en Wallonie en raison de sa faible densité de population. Par ailleurs, tout le monde ne paye pas cette portion de la facture. Les PME et les consommateurs résidentiels sont en fait les seuls à avoir cette composante de distribution dans leur facture parce qu'ils utilisent le réseau moyenne et basse tension.
Là où un industriel, typiquement un cimentier, va être directement relié au réseau de transport et ne va pas payer ses coûts de distribution. La raison de cette différence, c'est la puissance dont ils ont besoin pour consommer. Bien que les taxes soient restées stables en Flandre, elles ont augmenté en Wallonie, rendant improbable une baisse de la facture d'électricité pour les ménages et entreprises belges. Pour une transition énergétique, on a pris la décision au niveau européen d'électrifier beaucoup de nos usages. Donc on va utiliser l'électricité pour notre chauffage et notamment pour nos transports avec les voitures électriques. C'est quelque chose qui va augmenter nos besoins individuels en énergie. Dans l'état du réseau actuel, le réseau est trop fragile pour supporter cette augmentation de consommation. Donc il y a des frais gigantesques de mise à jour de cette infrastructure qui est immense parce qu'elle est partout. Et pour financer cette mise à jour, il va falloir augmenter les frais d'utilisation de ce réseau. Pas de répit donc pour les consommateurs. Elia a déjà confirmé que dès janvier 2025, les tarifs de transport d'électricité doubleront, affectant aussi bien la Wallonie que la Flandre. Z sur 7 à la une. Durant la nuit de mardi à mercredi, une version de l'Empire des Lumières, signée René Magritte, a pulvérisé tous les records en atteignant 121 millions de dollars, frais compris. Ce résultat dépasse de 40 millions le montant obtenu par une autre version lors d'une vente en 2022. Patrick de Rome, propriétaire de la galerie Patrick de Rome. Il y a 17 versions, mais naturellement, chaque fois qu'une version se vend, il y en a moins de disponibles. Et donc, c'est aussi un peu une question d'offre et de demande. En plus, cette version-ci était particulièrement impressionnante. La provenance est toujours une chose importante dans le marché de l'art. Ça vient de la collection de M. Ertegun, qui était un des plus grands collectionneurs de surréalisme au monde. Et donc, c'est un peu comme si on s'appropriait une partie de la collection d'Ertegun. Cette vente atteint un record mondial pour une œuvre de Magritte aux enchères, mais notre expert estime tout de même que cela n'influencera pas notablement le marché de l'art. Il faut distinguer ce qui est exceptionnel des choses autres. Les Américains parlent de best and the second best. Et ça, véritablement, c'est le best, c'est une icône, non seulement de Magritte, c'est une icône du surréalisme, donc c'est fort recherché par les collectionneurs. Bon, c'est vrai que ça a un effet d'entraînement, mais c'est pas pour autant que du jour au lendemain, les autres œuvres de Magritte vont doubler de valeur. L'art, à l'image de l'or, est vu comme une valeur refuge lors de situations géopolitiques plus difficiles. Parmi ses atouts, la possibilité de déplacer les pièces à travers les frontières sous certaines conditions et des avantages fiscaux intéressants dans certains pays. Patrick de Rome toujours. En Belgique, vous n'avez pas vraiment de législation qui va vous inciter à acheter des œuvres d'art. Vous pouvez donner des œuvres d'art, mais tout ça, c'est plafonné. Et c'est aussi bien si vous donnez en société qu'en personne physique. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus. Les législations sont beaucoup plus généreuses, en ce sens que beaucoup d'œuvres qui sont données, qui terminent au musée, sont des dons de particuliers. Et souvent, un collectionneur américain achètera une chose avec une promesse de donation au musée et il aura des avantages fiscaux très important. Cette vente record de Magritte intervient alors que le marché de l'art connaît un ralentissement depuis 2023. Christie's, qui avait atteint un sommet de plus de 4 milliards de dollars de ventes après la pandémie en 2022, voit désormais son chiffre d'affaires divisé par 2. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Chaque jour, un expert boursier vient analyser le cours des marchés. Aujourd'hui, Laura Roba, stratégiste pour Degroof Petercam, vient nous détailler la séance boursière actuelle. Les marchés boursiers européens ont vécu une session marquée par une forte volatilité et une tendance générale à la baisse, à l'exception du Belvin qui a tiré son épingle du jeu. Les investisseurs ont opté pour la prudence dans l'attente des résultats financiers tant attendus de Nvidia, le leader mondial en termes de capitalisation boursière, qui devait être publiés en soirée. Nous allons nous pencher sur le secteur pharma, avec tout d'abord UCB, qui a repris des couleurs aujourd'hui en bourse. Alors, donc, UCB a annoncé qu'ils ont reçu l'approbation des autorités américaines, donc de la FDA, pour la mise sur le marché de leur médicament phare, le Bimzelx, pour le traitement d'une maladie chronique inflammatoire de la peau. Et donc, comme vous l'avez dit, UCB a bien performé en bourse aujourd'hui, dans une moindre mesure, dans le sens où ces résultats étaient, cette décision positive de la FDA était attendue par le marché et par les investisseurs sur base de la data clinique positive qui avait été publiée précédemment.
Et ce n'est pas la première fois qu'UCB reçoit une autorisation. Il s'agit de la 5e indication pour laquelle le BIMZELX a été approuvé. Selon les analystes, cette nouvelle indication pour laquelle il vient d'être approuvé représente la seconde indication la plus importante en termes de revenus pour UCB. L'entreprise va donc mettre en œuvre plusieurs étapes à venir. Tout à fait. Donc on attend la publication des résultats d'une étude de phase 3 avec un autre médicament, le Fintepla, dans une maladie, un trouble génétique qui mène à des épilepsies précoces. À savoir que Fintepla est déjà commercialisé pour d'autres indications. Et puis on attend d'ici la fin de l'année aussi d'autres résultats d'études de phase 2. Belle performance également du côté du Belvin. Argenx a grimpé de 6% avec la publication des résultats de cette étude clinique. Tout à fait. Donc ils ont effectivement, sur base des bons résultats de leur étude de phase 2, ils ont annoncé qu'ils allaient poursuivre le développement de, à nouveau, leur médicament phare, l'efgartigimod, dans une nouvelle indication, à savoir la myosite. Donc c'est aussi une maladie inflammatoire chronique qui donne lieu à des faiblesses musculaires. Et donc voilà, ils ont annoncé qu'ils allaient poursuivre le développement pour cette nouvelle indication. Cette nouvelle pousse donc le marché à 6% et cela peut être expliqué par plusieurs facteurs. Alors, il y a 4 éléments. Le premier, c'est que avant cette annonce, il n'y avait aucune data clinique qui avait été publiée sur l'efficacité de l'efgartigimod dans cette indication. Donc, le marché était un peu dans le flou. Le second élément, c'est que on est ici dans un scénario idéal parce qu'en fait, il y a 3 sous-types à la myocyte et Argenx annonce qu'il va poursuivre le développement pour les 3 sous-types. Un troisième élément, c'est que ça rassure le marché sur le potentiel de pipeline dans un produit de l'efgartigimod, parce que rappelez-vous que l'objectif d'Argenx, c'est de développer donc, ce médicament phare, l'efgartigimod, pour 15 indications d'ici 2025. Et ils ont essuyé 2 revers en début d'année. Et donc, voilà, cette nouvelle indication rassure en quelque sorte le marché. Et puis, le dernier élément, c'est que si on prend en compte la prévalence de la myocyte, qui est d'environ 87 000 patients par an, avec le prix de l'efgartigimod, on peut tirer la conclusion que cette nouvelle indication peut être un nouveau blockbuster pour Argenx. En ce qui concerne le secteur pharma, il s'agit de l'un des rares secteurs qui n'a pas profité de cet effet Donald Trump. À l'avenir, nous pouvons alors nous demander quel impact aura cette élection sur le secteur pharma. Alors, je pense qu'un premier élément, c'est qu'effectivement, on sait que Kennedy est ouvertement anti-vax. Et donc, forcément, toutes les sociétés qui développent des vaccins, Pfizer, Moderna, GSK, Valneva en France, ont souffert de cette nomination. Un deuxième élément, c'est que Trump a indiqué qu'il voulait diminuer les prix des médicaments. Et donc, forcément, ça va avoir un impact sur les marges des sociétés pharmaceutiques. Ça explique d'ailleurs pourquoi d'autres sociétés ont plongé en bourse, comme UCB et Argenx, des sociétés qui ne développent pas de vaccins, mais qui ont la majorité de leurs revenus qui sont générés aux États-Unis. Par contre, un point qui peut être positif, c'est que Trump est aussi pour la diminution des régulations financières, et donc ça, potentiellement, ça pourrait amener à une facilitation des fusions-acquisitions qui sont un moteur clé dans le secteur de la pharma. À la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête, en journaliste en dévoile les coulisses. Et enfin, pour terminer cet épisode, Camille Delannoy signe le dossier qui sera publié dans ce Trends Tendance. Elle se concentre sur les ajustements nécessaires des entreprises dans un contexte de consommation en recul. Premièrement, avant, nous parlions principalement de surconsommation, mais désormais, nous allons dans l'autre sens. L'entreprise doit déconsommer. Alors en fait, on part du postulat qu'on va rentrer dans une société de déconsommation. Pourquoi ? Parce qu'on va devoir faire face à de plus en plus de crises. Ces crises, elles vont être de plus en plus récurrentes. Il y a notamment eu la crise de l'énergie, la crise du pouvoir d'achat. Il y a aussi le changement climatique auquel il va falloir s'adapter. Et donc dans ce dossier, en fait, on explique pourquoi les entreprises vont devoir déconsommer ou en tout cas adapter leur business à cette déconsommation. Ensuite, au vu de toutes les crises passées et celles à venir, quelles sont les solutions pour arriver à déconsommer ? Oui, donc chez Trends, on expose les problèmes, on offre aussi les solutions. On ne va pas toutes les dévoiler aujourd'hui sur ce plateau, mais donc on offre toute une série de propositions pour adapter son produit, adapter son business, le transformer aussi. Est-ce que tous les produits sont bons pour une société de déconsommation ?
Non, pas forcément. Il va falloir réinventer son business. Dans certains cas, il y a des secteurs qui vont disparaître également. Alors, parmi les solutions, on peut en citer quelques-unes. On peut notamment décliner son offre en version bio, par exemple. Si on offre un produit de biens de consommation, c'est déjà ce qui est en train de se faire dans les rayons. On peut aussi travailler sur son packaging. Donc, par exemple, revoir son packaging pour, par exemple, proposer moins de plastique également. Il y a aussi des solutions qui sont un peu plus extrêmes, qui est de tout simplement fermer son entreprise parce que certains secteurs ne seront pas rentables dans 5, 10, 15 ans. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est encore possible de vendre son entreprise. Donc, il faut parfois en profiter aussi. Troisièmement, ce sont des points énormément abordés, le financement de l'ESG, cette partie où nous devons virer au vert. Est-ce que cela signifie que nous allons devenir des bobos ? Alors non. Il va subsister une place pour autre chose que des produits éco-responsables. Ça veut dire aussi qu'il y aura une place pour le low cost. Le plus important en fait aujourd'hui, c'est de s'adapter au marché et de s'adapter aux tendances du marché. Tout le monde ne va pas vouloir consommer éco-responsable. Il y a certaines personnes qui n'ont pas les moyens non plus de se payer des offres éco-responsables parce que c'est plus cher. Donc il va subsister une place pour les produits low cost, donc qui miseront absolument tout sur le prix. Une autre place pour les produits plus premium, et c'est en fait déjà ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur du textile par exemple, avec l'ultra fast fashion d'un côté et les marques de luxe de l'autre côté qui se portent extrêmement bien. Le milieu de gamme aujourd'hui souffre énormément et donc c'est surtout ça qui va se passer aujourd'hui. Il y aura une dichotomie du marché avec le milieu de gamme qui va souffrir. La suite à retrouver dans le Trends Tendance pour découvrir toutes les pistes de solutions. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve demain avec plus d'analyses sur l'actualité. En attendant, restez bien à l'écoute de l'astuce pour améliorer la cybersécurité de votre société et afin de découvrir les 5 fonctions essentielles du cadre de cybersécurité du NIST. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Le cadre Cyber Fundamentals du Centre pour la cybersécurité Belgique est basé sur les 5 fonctions essentielles du cadre de cybersécurité du NIST. Identifier, protéger, détecter, répondre et récupérer. Ces fonctions constituent une approche systématique de la gestion de cyberrisques. Identifier signifie comprendre le contexte de l'entreprise et gérer les risques de cybersécurité pour les systèmes, les personnes, les actifs et les données. Protéger consiste à élaborer et à mettre en œuvre des mesures de sauvegarde pour sécuriser les services essentiels. Détecter consiste à permettre aux organisations de détecter rapidement les anomalies et les cyberincidents. Répondre se concentre sur les étapes nécessaires pour gérer efficacement les incidents et atténuer leur impact. Enfin, récupérer comprend les activités visant à restaurer les services et à réduire l'impact des cyberincidents. Le cadre Cyber Fundamentals aide les organisations à élaborer une stratégie de cybersécurité résiliente. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.